Selon les autorités du Niger, 0 soldats nigériens sont tombés. Ah si, ils ne se sont pas battus. Oui. Ils sont pas morts. Il y en a 4 selon le dit qui sont blessés. Mais du côté d'autres sources, on nous parle de 27 morts. On nous parle également même de morts du côté de la force russe. Et je me suis posé la question de savoir, le djihadiste soi-disant du côté le djihadiste qui ressemblerait à un Français, ne serait-ce pas une stratégie parce qu'on connaît bien nos amis russes capables de faire quelques maquillages, prendre un soldat du côté des Russes décédés, le déguiser en djihadiste et l'exposer comme un soldat français. Les accusations du général Tiani au Niger, l'aéroport de Niamey qui a été donc la cible d'une attaque terroriste dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier, le général Abdurrahman Tiani a immédiatement réagi en accusant les présidents français, béninois et ivoiriens, donc Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, d'être, je cite, les sponsors des terroristes. Et l'attaque sera ensuite revendiquée par l'État islamique au Sahel. Alors, Émeric, finalement, les accusations du général Tiani ont été plus commentées, beaucoup plus commentées que l'attaque terroriste elle-même. Comment vous expliquez cette sortie, disons, peu diplomatique du général Tiani? Le général Tiani a fait du Tiani, comme il en a l'habitude. C'est son propre que de rejeter la faute de ces débâcles sur d'autres pays, notamment le Bénin et la France. Aujourd'hui, un autre pays s'y est ajouté, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Burkina Faso et le Niger, et le Mali plutôt, qui pointent du doigt la Côte d'Ivoire. C'est maintenant les 3 pays qui pointent du doigt la Côte d'Ivoire. Le Bénin et également la France. De temps en temps, accessoirement, il y a le Nigeria aussi qui est pointé. Oui, accessoirement. Parfois aussi le Sénégal, mais aujourd'hui, bon, pour le Sénégal, c'est en train de s'atténuer un tout petit peu. En tout cas, là, le trio, c'est la France, le Bénin et la Côte exactement. Tous les pays qui gardent encore pour allier la France sont pointés du doigt. Là où le général Tiani a réussi, c'est de détourner les regards. Détourner les regards sur l'échec sécuritaire, parce que jamais les djihadistes n'ont frappé la capitale. Même si on nous dit que l'attaque n'a duré que quelques minutes. 1 heure, d'autres disent 20 minutes. On voit très bien que il y a un niveau qui a été franchi. Aujourd'hui, ils sont capables d'aller frapper au cœur de la ville, l'aéroport, et ils ont montré les images. Les images ont circulé, même si aujourd'hui, d'autres tentent à décrédibiliser ces images. C'est prouvé que ce sont des images vraies. Et on montre combien de fois ces djihadistes s'ils sont pris allègrement. Ils étaient comme chez eux en train d'attaquer, en train de tirer sur les aéronefs, en train de tirer sur les installations de l'aéroport. Je vais donner quelques chiffres de la situation sécuritaire au temps de Bazoum. Au temps de Bazoum, du président Bazoum. Le président renversé, donc qui est actuellement séquestré. Exactement. Toujours. On nous parle de 700 et quelques morts, mais aujourd'hui, on est à plus de 1400 et quelques morts, voire 1700 morts, selon l'ONG ACLED. Quand vous dites aujourd'hui, c'est depuis le coup d'État de 2023, c'est ça? Depuis le coup d'État de 2023. La manière dont on a eu un bond spectaculaire, des morts, des attaques, c'est invraisemblable qu'on passe d'une situation relativement calme à une situation carrément explosive aujourd'hui. Et ça,
je pense que pour les militaires qui sont au pouvoir, qui ont pris le pouvoir d'ailleurs, qui ont pris le pouvoir pour des raisons sécuritaires et qui nous disent quelques mois plus tard que le président Bazoum a commandé des blindés qui sont bloqués au port de Cotonou alors qu'on l'accuse de n'avoir pas, de ne pas investir dans la sécurité du pays, c'est quand même un échec carrément patent et qui se montre aux yeux du monde et qu'on essaie de voiler en détournant les regards, en trouvant des boucs émissaires. Ouais. Les commentaires du général, c'est effectivement, tu l'as dit, c'est pour détourner l'attention. Parce que cette prise de l'aéroport est très, très symbolique. Et elle le montre que pour la première fois, et tu l'as dit, les djihadistes s'emparent d'une structure, attaque et s'emparent d'une structure au centre de la capitale. Et les djihadistes n'ont pu être poussés que grâce aux forces russes de l'Africa Corps présents ici. Et immédiatement après, on sait, les autorités locales se sont précipitées, remercier M. Poutine de son aide. Donc on est dans la caricature totale. Et cette force nigériane, ces militaires qui étaient là pour dire on va apaiser le pays, on va assurer la sécurité. On voit à la fois les djihadistes et Al-Qaïda qui se font concurrence dans ce pays, et les deux mouvements terroristes développent leur emprise sur des territoires qu'ils ne contrôlaient pas jusqu'alors et sur les populations. Donc la réponse, c'est la réponse classique, on cherche un bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, c'est qui? Tu l'as dit, c'est la France. Alors ça, c'est commode. La France, c'est le bouc émissaire. Bon, Macron... Ils auraient montré même l'image d'un djihadiste caucasien. On peut toujours déguiser des gens. Donc c'est la France, on dit après... Enfin, désigner quand même nommément des chefs d'État et comme des commanditaires de groupes terroristes. Oui. C'est pas banal. Mais tout ça est scandaleux et ridicule. Et dès qu'on réfléchit, ni la France ni la Côte d'Ivoire ne financent ou n'alimentent des groupes terroristes pour mettre en cause le régime. C'est ce qu'il dit. Mais cela demeure un événement politique quand même majeur. C'est-à-dire que ça ne contribue pas non plus à apaiser les tensions dans la région. Sûrement pas. Mais son but n'est pas d'apaiser les tensions dans la région, c'est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Donc on trouve le bouc émissaire et on dit c'est la faute des autres. C'est toujours classique. Quand un pouvoir échoue, il dit c'est la faute des autres. La politique du bouc émissaire, c'est l'absence de politique. La Côte d'Ivoire a condamné donc l'opération du général Tchiani, le Bénin également a condamné. La France, est restée plutôt silence à la radio. Est-ce qu'il n'y a pas au fond, Alfred, une stratégie je dirais, tout à fait réfléchi de la tension permanente de la région. Est-ce que, que ce soit le Niger d'ailleurs, le Burkina Faso ou le Mali, est-ce que finalement, on a envie de se demander à qui profite, cette tension dans la région? Est-ce que finalement, ces régimes ne s'alimentent pas, finalement, je dirais, de cette forme de conflictualité? Bien sûr. Donc il y a cet élément-là qui est capital, dont il faut tenir compte. Comme tu l'as si bien dit, ces grotesqueries de Tchiani sont là pour masquer justement son incapacité à maîtriser le pouvoir au Niger, à faire oublier, mais justement, tu as très bien fait de nommer le président Bazoum, qui lui avait réussi à peser et puis à mettre en place une dynamique démocratique et politique de bien-être pour le Niger et qui est séquestré aujourd'hui. Ça, c'est d'un de deux. L'attaque contre le Bénin s'explique par le fait qu'il y a, au fond, cette question économique du pipeline qui doit conduire... La frontière qui est toujours fermée. Qui est fermée, et puis le pétrole nigérien vers le port... de Sema. C'est ça, exactement. Et au fond, il y a cet enjeu économique... c'est une ressource importante. C'est ça qui est là. Et qui montre effectivement que malgré toutes les tentatives quand même, on peut dire tout ce qu'on veut de talent,
mais là, qui avait essayé justement d'aplanir ces difficultés-là avec le Niger pour permettre justement, puisque de toute façon, il y a des retombées économiques de part et d'autre. Le président Tiani ne veut pas exactement la frontière s'ouvre parce que, et l'argument qui est évoqué systématiquement, c'est que le Bénin hébergerait des forces hostiles. Exactement, notamment. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a même parlé de camps d'entraînement imaginaire au Bénin et aussi en Côte d'Ivoire, exactement. On cherche la logique. Et oui, mais c'est la phraséologie, la rhétorique de l'AES. Moins aujourd'hui mais ça fonctionne de Goïta. Oui, non, mais moins de Goïta que du Burkinabé et du Niger. Oui, c'est vrai. Qui tente à tout prix, justement, d'entraîner dans ce conflit-là la Côte d'Ivoire et le Bénin pour qu'il y ait un conflit armé, pour dire, vous voyez, quand on vous disait que il y avait ceci, vous disiez non, ben voilà, nous avons des raisons. Or, heureusement que les présidents béninois et ivoiriens sont assez lucides pour dire nous n'allons pas entrer dans cet engrenage-là. Il y a un mot là. Pour ces pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin sont les contre-exemples totaux pour eux, puisque ce sont des pays, malgré les critiques qu'on peut faire à tout gouvernement, qui marchent convenablement. Il y a une expression politique, il y a une presse, il y a eu des progrès économiques et sociaux. Donc pour ces juntes militaires, ça, c'est les deux boucs émissaires communs. Et en plus, sont des amis de la France. Alors ça, c'est terrible. Et cette propagande est entretenue par l'Africa Corps et les gens de... Pas seulement, mais par les panafricains, comme disait notre ami burkinabé, c'est-à-dire, je ne vais pas les nommer, hein, ils sont 3. On les connaît. Donc voilà. Par principe, on ne va pas les nommer. Exactement. Mais cela étant, quand même, ce narratif a un impact sur les opinions tout de même. Une certaine partie de l'opinion. C'est ça, une certaine partie de l'opinion qui est gagnée justement à ces discours anticolonialisme, souverainisme, etc. Mais qui concrètement sur le terrain justement ne change pas d'un iota la condition de vie, au contraire, ni des Nigériens, ni de Burkinabés, ni des Maliens. Il l'aggrave. Exactement. Économiquement, socialement, culturellement. Alors on va écouter l'expert de questions sécuritaires. Non, bon, ce que je veux dire, en fait, ça s'explique. Le langage de Tiani, le président Tiani, en fait, ça ne s'explique pas, disons, dans le fond, de cette façon. Mais il est venu, c'est en général, il est arrivé au pouvoir pour ramener la sécurité. Or, ce qui s'est passé, ça montrait bien qu'il n'y a pas la sécurité. Il n'est pas arrivé au pouvoir, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir, oui, il a pris. Oui, il a pris le pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il échoue là où il devait être fort. Donc, il doit expliquer à son peuple pourquoi il échoue. Il faut qu'il nomme des pays qui sont censés être puissants. Voilà pourquoi j'échoue. Mais en réalité, avant d'accuser... en principe, avant d'accuser les autres pays, il y a des canaux qui sont prévus. S'il avait les preuves, il envoie les preuves. Et à partir de ça, c'est après l'échec des discussions qu'il pouvait en parler. Revenant justement sur la partie un peu technique, c'est que en fait, ces terroristes, les gens qui ont attaqué, ils ne sont pas venus en force pour attaquer. En principe, quand on attaque, on peut attaquer toujours la capitale. Mais on s'infiltre. Et on sort de là où on est pour attaquer. Et donc, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de plus... Ce n'est pas une attaque en disant ils sont venus là, ils ont attaqué. C'est une démonstration. Oui, ce n'est pas une démonstration de force, c'est jusqu'à ce niveau. Mais ce que je relève, c'est que je suis inquiété, je suis inquiet et impressionné par la faiblesse de l'armée nigériane. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut sécuriser un niveau l'aéroport, laisser entrer des terroristes, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué, presque ils ont fui, ils ne sont pas battus. On ne peut pas comprendre au niveau de l'armée comment un domaine aussi sécurisé que l'aéroport, quand on est surtout en guerre, il y avait 300 soldats. On peut se poser la question aussi de l'entraînement des militaires, ces militaires et de leur niveau. Il y a un général qui dirige le pays, il devait se poser la question vraiment de son entraînement. Et ce n'est pas seulement au Niger, on voit aussi au Mali, au Burkina Faso. Au moins, si ces régimes militaires devaient réussir là où ils sont censés être forts sur la sécurité et avoir des armées vraiment qui
qui peuvent justifier le fait d'être. C'est le contraire. Et sans les troupes russes qui étaient à l'aéroport. Bien sûr. Mais l'aéroport tombait. Exactement. L'aéroport tombait complètement. L'armée nigérienne est dans la base 101, je crois, qui était l'ancienne base des Français. Il y a 300 militaires nigériens. Et s'il n'y avait pas les terroristes de l'Africa Corps, parce que pour moi c'est des terroristes, l'armée... On dit mercenaires en général. Mais... Non, je dis terroristes mercenaires. Vous avez le droit. Là, j'y vais carrément. Vous avez le choix de vos mots. C'est quand même trop dur. J'en prends la responsabilité. N'est-ce pas? Total. Donc, voilà, l'armée nigérienne est impuissante. Oui. Et on revient à ce qu'on dit toujours, ces pouvoirs militaires aggravent la situation des pays dans tous les domaines. Et même les militaires qui prennent le pouvoir pour dire on va assurer la sécurité, même dans le domaine qui, soi-disant, de leurs compétences, ils échouent. Moi, je me pose une question par rapport au bilan, parce que selon les autorités du Niger, 0 soldats nigériens sont tombés. S'ils ne se sont pas battus. Oui. Ils sont pas morts. Il y en a 4 selon le dit qui sont blessés. Mais du côté d'autres sources, on nous parle de 27 morts. On nous parle également même de morts du côté de la force russe. Et je me suis posé la question de savoir le djihadiste soi-disant du côté le djihadiste qui ressemblerait à un Français, ne serait-ce pas une stratégie parce qu'on connaît bien nos amis russes capables de faire quelques maquillages, prendre un soldat du côté des Russes décédés, le déguiser en djihadiste et l'exposer comme un soldat français. Parce que dit tout de go sans recevoir ou sans montrer sa pièce d'identité, sans montrer des tests ADN qui prouvent que ce soldat en question ou ce djihadiste en question est un Français, affirmé déjà sur tous les canaux, sur la chaîne publique qu'on a tué un Français parmi les djihadistes qui ont attaqué, c'était quand même trop poussé à mon avis et ça suscite réflexion. Très bien. Ça suscite condamnation plus que réflexion. Oui, non, mais c'est ubuesque. En tout cas, la déclaration de Tchani est ubuesque. Ubuesque.